À toutes et à tous, je vous propose que nous commencions ce webinaire. Alors, je ne vous cracherai pas qu'on a une vraie satisfaction de vous accueillir dans celui-ci. Ce webinaire qui est consacré à la mobilité durable dans les établissements de santé. C'est finalement notre premier rendez-vous de l'année, premier webinaire d'un cycle consacré à la RSE que nous avons lancé en 2021 pour accompagner l'établissement dans les transformations environnementales qui concerne très concrètement finalement notre secteur. Et c'est vrai que ce cycle, il répond à des ambitions, puis à une conviction très forte, qui est celle que la transition écologique du système de santé ne se fera pas sans l'établissement de santé, et elle ne se fera pas non plus d'ailleurs sans solutions concrètes qui soient adaptées à la réalité de nos organisations et de nos métiers. C'est justement, et tout particulièrement l'objectif de ces webinaires, de ce cycle RSE, c'est évidemment de partager l'information sur les évolutions réglementaires et les leviers de financement. Marie-Claire a récemment fait d'ailleurs passer un flash en ce sens. De valoriser les retours d'expérience des établissements qui sont engagés, mais surtout, et pour rester effectivement dans une approche très concrète, de donner des clés pour passer à l'action. Euh, on a choisi d'avoir ce premier cycle sur la mobilité durable parce que c'est un sujet qui est particulièrement stratégique et on va l'évoquer en quelques mots et les présentations qui vous sont faites vont venir l'objectiver. Parce qu'on parle souvent de décarbonation du système de santé à travers, assez facilement à travers les bâtiments, l'énergie ou encore les achats responsables. Mais la mobilité est aussi un levier majeur de la réduction de notre empreinte carbone. Alors, les déplacements liés à l'activité d'établissement sont nombreux, ils sont pluriels, prennent différentes formes. On pourra citer les trajets du domicile, le travail des professionnels, bien sûr les déplacements des patients et de leurs accompagnants, mais aussi les flux logistiques et l'ensemble des déplacements professionnels, tout particulièrement dans des activités comme l'HAD, comme l'hospitalisation à domicile. Alors, vous le savez peut-être, mais le think tank The Shift Project, dans son volet déplacement du secteur sanitaire et médico-social, dit qu'il y a à peu près 6,8 millions de tonnes équivalent CO2, et le C2DS estime qu'à peu près un quart des émissions de gaz à effet de serre d'un établissement de santé provient des transports. Alors, encore une fois, ce sont les trajets, déplacements des collaborateurs, des patients, des visiteurs, des transports sanitaires. En fait, c'est l'ensemble de la chaîne des mobilités qui, de ce fait, doit faire l'objet d'une réflexion et donc d'en dégager des plans d'action. D'ailleurs, à ce titre, la mobilité durable figure parmi les axes qui sont identifiés dans la feuille de route de planification écologique du système de santé. Je vous rappelle qu'elle a été portée par les pouvoirs publics et déclinée dans une convention dont la FHP a été signataire en fin 2023, en décembre 2023. Pour l'établissement de santé, ça signifie de pouvoir agir sur plusieurs leviers. C'est bien sûr d'encourager les mobilités actives et partagées pour les salariés. C'est aussi de réfléchir à l'organisation des déplacements professionnels. C'est d'accompagner toutes les évolutions sur les mobilités des patients. Et puis c'est aussi verdir progressivement les flottes de véhicules. Et donc, au-delà de l'enjeu environnemental, ces démarches, elles répondent aussi à des enjeux très concrets pour les établissements de santé. Et à ce titre, elles peuvent contribuer à répondre aux difficultés de stationnement que connaissent de nombreux établissements. C'est aussi améliorer la qualité de vie au travail des professionnels. C'est bien sûr renforcer l'attractivité employeur, et on voit bien l'impact sur les jeunes générations tout particulièrement. Et bien sûr, répondre et anticiper les évolutions réglementaires qui sont multiples et qui se démultiplient, qui sont exponentielles dans ce domaine. Alors, si vous voulez, l'objectif un peu de ce webinaire, il est de vous proposer un panorama qui soit à la fois réglementaire, mais qui apporte aussi une approche opérationnelle. Et pour ce faire, nous commencerons par un éclairage sur le cadre juridique de la mobilité durable, avec l'intervention de M. Richard Huet, qui est expert développement durable à l'ANAP, et merci de sa présence. Et puis, une fois ceci fait, on aura le plaisir d'entendre en fait l'expérience de plusieurs établissements qui vont nous partager la réalité de leurs expériences avec des mises en place de politiques de mobilité durable qui vont d'une démarche ambitieuse autour du vélo comme solution de mobilité professionnelle et jusqu'à l'électrification et de transformation d'un parc de véhicules.
Et pour ce faire, mille merci à la clinique Bellara, à la clinique Saint-Clotilde et à la Château Val-de-Loire d'avoir accepté de nous partager l'ensemble des actions qu'ils ont engagées sur le sujet. Merci tout particulièrement parce que ces retours d'expérience sont précieux, car ils montrent que au-delà du cadre réglementaire qui sera rappelé, il y a des solutions qui existent et surtout des solutions qui peuvent être adaptées à différents contextes d'établissement et surtout, j'allais dire, qui produisent des résultats. Bon. Donc, ça sera effectivement l'ambition que nous portons collectivement dans le cadre de ces webinaires. Mais je n'ai plus qu'à vous laisser le découvrir. J'en vous en souhaite un excellent webinaire qui soit riche d'enseignements et surtout, je l'espère, plein d'inspiration pour vos établissements. Merci Marie-Claire de permettre ce temps-là et je te laisse avec vrai plaisir la main désormais pour son animation. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, Marie Clairvier, je suis directrice stratégie et notamment en charge des enjeux RSE au sein de la FHP et j'aurai donc le plaisir d'animer ce webinaire de ce début d'après-midi. Et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de poser vos questions directement dans l'onglet questions et réponses ou sinon directement dans le chat. On aura une session, une séquence dédiée spécifique pour répondre à vos questions ou sinon les différents intervenants pourront y répondre directement dans le chat. Et donc sans plus attendre, je vous propose de donner la parole à Richard Huet, qui est expert effectivement développement durable à la NAP et qui va poser finalement le cadre juridique existant, mais aussi les évolutions récentes, je pense notamment en matière de transport partagé. Mais je n'en dis pas plus et je vous laisse la parole, Richard. Merci beaucoup Marie-Claire. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors je vais lancer le partage de la présentation qui normalement devrait fonctionner. Je vais la mettre en plein écran. Voilà, donc là, logiquement, vous avez la première page, donc la page d'accueil. Donc, bienvenue à tous, enchanté. Je vais essayer d'être assez rapide et assez simple aussi, parce que le contexte réglementaire, il est parfois un peu compliqué. Il a changé sur la loi l'homme en 2025. Donc, pour ceux qui ne savent pas, très rapidement, la petite slide officielle de la NAP, hein. Donc la NAP, on est une agence d'État rattachée au ministère de la Santé avec une mission essentielle qui est de soutenir, outiller et accompagner l'ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux publics et privés à but non lucratif et lucratif, la totalité du secteur de la santé en France avec une plateforme nationale de ressources de la transition écologique. Pour poser un petit peu des éléments de contexte, on discutait de chiffres tout à l'heure. C'est vrai que la mobilité est souvent sous-estimée, mais les dernières évaluations du Shift Project montrent que si on additionne la totalité des émissions de CO2 liées à l'action de mobilité, tous les types d'actions qui ont été énumérés juste avant, on est au même niveau des émissions de CO2 que les dispositifs médicaux. Donc on est vraiment sur une place importante des émissions de CO2 et quand on veut décarboner, forcément, on va s'attaquer à la mobilité. Donc, le transport en France, c'est quand même le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre. Donc là, c'est 30%, mais j'ai vérifié, je pensais avoir corrigé, mais on est à 34% en fait des émissions de CO2 en France. Des informations aussi qui viennent donc de différents sites qu'on peut trouver. Un Français sur quatre a déjà refusé un emploi, faute de solution pour s'y rendre. Donc la notion de proximité de transport, elle est vraiment importante. On voit aussi qu'il y a sur un certain nombre de collectivités une part du territoire très 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 importante qui ne propose pas de solution pour les transports du quotidien, que ce soit des transports collectifs, que ça représente des sommes considérables pour les ménages, 18% du budget en moyenne, donc on est vraiment sur un poste important, surtout quand on a des voitures qui peuvent être à l'essence avec un carburant qui peut subir les fluctuations des coûts. Et puis la prédominance réelle de l'utilisation de la voiture pour faire du domicile-travail, puisqu'on est à 70% des professionnels en France qui utilisent une voiture la plupart du temps seuls pour se rendre sur leur lieu de travail et rentrer chez eux le soir.
Tout ce que je vais dérouler après est essentiellement extrait de la loi LOM. Donc la loi LOM qui date du 24 décembre 2019, qui a été revue en 2025. Avec cette loi avait trois piliers principaux qui étaient donc c'était à la fois sur de la décarbonation, mais aussi sur de l'accessibilité au transport, avec un autre mode de transport que le transport individuel carboné. Donc investir plus et mieux dans les transports du quotidien. Donc on est vraiment sur cette notion des transports du quotidien. Faciliter et encourager le déploiement de nouvelles solutions pour permettre à tous de se déplacer. Donc là, on est aussi sur rendre accessibles les transports en commun dans des zones où les transports en commun ne sont pas encore présents. Et puis, la grosse part de la loi LOM, c'est quand même la question de la transition écologique et de la transition énergétique avec une mobilité plus propre et plus durable. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, alors j'ai pas pu sur le temps imparti reprendre tous les sujets qui sont liés à la transition, enfin à la question de la mobilité ou des transports dans la transition écologique. Donc, je vais prendre quand même les sujets les plus d'actualité. Et puis, donc le premier, c'est le remboursement des frais de transport en commun. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a un peu plus l'habitude de côtoyer dans les établissements puisque c'est en cours depuis un certain nombre d'années maintenant, qui rend obligatoire la participation de l'employeur à 50% des abonnements. Alors ça peut monter à 75% quand il y a un éloignement géographique important qui est lié au choix d'ailleurs du salarié de s'éloigner davantage de son lieu de travail. Donc cette exonération de cotisation sociale et d'impôts peut monter à 75%. En tout cas, on est sur 50% de la prise en charge de l'employeur des abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires. Donc ça marche vraiment uniquement sur la formule abonnement et que ce soit sur des transports qui peuvent être transport train, transport métro. Voilà, on est toute forme d'abonnement de transport, y compris la location de vélo pour se déplacer, par exemple, pour gagner une gare de chez soi. Donc ça, c'est le premier sujet qui est un sujet un peu habituel qu'on a dans les entreprises. Ensuite, vous avez le versement du forfait mobilité durable. Alors, je l'ai précisé quand même là, même si le forfait mobilité durable est facultatif pour le secteur privé. Mais c'est un sujet qui est relativement intéressant, qui est obligatoire dans le secteur public. Le versement du forfait mobilité durable doit être aussi négocié avec les organisations syndicales. Vous avez un cumul. Alors, ce que précise le code et l'URSSAF, c'est que vous avez un cumul maximum. Vous avez un plafond cumulé entre à la fois le remboursement des frais de transport et le versement du forfait mobilité durable de 900 euros par an. Donc, ce qui veut dire que si vous avez 400 euros de prise en charge de votre abonnement sur l'année par l'entreprise, il vous reste 500 euros utilisables. Enfin, vous pouvez avoir plus, mais sachez que en tout cas pour l'employeur, c'est exonéré à hauteur de 900 euros cumulés. Alors, la question du plan de mobilité employeur, donc là, on arrive dans les obligations et on est aussi dans le contexte des négociations annuelles obligatoires. Donc, il y a deux options. Soit vous intégrez le sujet de la mobilité et du plan de mobilité employeur dans les négociations annuelles obligatoires, donc qui débouche sur un accord d'entreprise. Soit s'il n'y a pas de négociation annuelle obligatoire, à ce moment-là, il y a obligation pour l'entreprise de plus de 50 salariés par site de mettre en place un plan mobilité employeur. Alors ce plan mobilité employeur, qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on doit y trouver à l'intérieur? Donc on doit y trouver un diagnostic mobilité, qui sont des éléments importants pour savoir, surtout pour connaître la plupart du temps quelle est la part modale d'utilisation des outils de mobilité des professionnels et des usagers, la mise en œuvre d'un plan d'action vers des déplacements plus vertueux, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de faire un diagnostic, mais bien être dans une proposition de plan d'action qui va remédier à ce que le diagnostic a mis en avant. Il doit aussi s'accompagner d'un plan de financement, d'un calendrier de mise en œuvre avec des échéances. Vous devez aussi, dans ce plan mobilité employeur, spécifier les mises à jour, et spécifier la façon dont vous allez suivre la mise en œuvre, surtout s'il y a des travaux ou des objectifs de grande importance. Et puis enfin, il doit être transmis à l'autorité organisatrice de la mobilité du territoire, donc qui recense à l'échelle d'un territoire. Donc on peut être sur des collectivités, on peut être sur des régions.
Ça dépend vraiment des régions. Il y a sur Internet un endroit où vous pouvez trouver en fait l'autorité organisatrice de la mobilité dont vous dépendez. Donc là, on est vraiment sur plan de mobilité employeur dans le cadre du Code des transports. Donc voilà pour la partie du mobilité du personnel. Et puis il y a d'autres sujets qui sont aussi des sujets d'actualité qui dépendent de la loi LAM, mais aussi de la loi climat et résilience sur les questions du verdissement de la flotte. Alors là, c'est pareil, je vais essayer d'être assez clair parce que ça a changé très récemment en 2025. Donc vous avez pour les établissements qui sont assimilés aux entreprises avec un parc de 100 véhicules légers, donc la base de référence c'est bien 100 véhicules légers, vous devez respecter, donc c'est les pourcentages que j'ai mis dans l'encadré qui doit être à votre droite. Vous devez respecter un pourcentage de véhicules à faible émission, voire très faible émission. Donc on voit que pour 2025, les objectifs c'était de 15% sur les véhicules en renouvellement, 18% en 2026, 25 en 2027. Donc on voit que c'est progressif et que la part de pourcentage des véhicules légers à faible émission doit augmenter et aussi quasiment tous les ans. Donc on est vraiment sur un calendrier très très serré. Alors il y a une taxe, voilà, les textes parlent de taxe incitative, ça reste une taxe qui se calcule avec un mode très simple, c'est-à-dire une taxe que vous devez potentiellement, si vous ne respectez pas les objectifs définis par la loi, que vous devez payer à l'État. Donc vous avez le montant unitaire. Ce montant unitaire est fixé par l'État. Donc en 2025, c'était 2 000 euros. En 2026, c'est 4 000 euros et en 2027, ce sera 5 000 euros. Donc il y a un calcul très simple. Vous regardez par rapport au nombre de véhicules manquants pour atteindre l'objectif. Donc, si vous n'avez pas atteint 18% en 2026, combien de véhicules, en fait, sont manquants pour atteindre cet objectif? Vous multipliez par 4 000 euros si on est en 2026 et vous multipliez ensuite par le chiffre à atteindre en 2026, c'est-à-dire 18%. Un exemple très simple, si vous avez 5 véhicules qui vous manquent pour atteindre cet objectif de 18%, ça vous fait une taxe incitative à verser de 3 600 euros. Donc c'est une somme qui n'est pas non plus négligeable. Et puis vous avez aussi obligation de publier sur data.gouv les pourcentages des véhicules que vous renouvelez. Donc ça, vous le faites en septembre sur l'année précédente. Sur la question, donc on a parlé des transports en commun, euh, on a parlé du verdissement des véhicules. Donc quand on parle verdissement, on est souvent sur du véhicule essentiellement électrique, mais sur les véhicules à faible émission, on est aussi sur des véhicules hybrides. Pour la question du stationnement vélo et pour encourager la pratique du vélo, vous avez l'obligation d'installer des abris à vélo sécurisés à partir de 10 places de parking. Donc là aussi, ça a évolué avec deux catégories. Donc, vous avez les bâtiments accueillant un service public. Donc, sur des bâtiments neufs, c'est 15% du nombre de travailleurs. Alors, sur les bâtiments accueillant un service public, on additionne le nombre de professionnels et le nombre d'usagers qui vont potentiellement utiliser le parking sur une journée. Donc, vous avez un objectif de 15% du nombre de places potentielles de parking par rapport à ce chiffre-là pour les bâtiments accueillant un service public sur des bâtiments neufs et vous êtes à 10% pour les bâtiments existants dont le parking fait l'objet de travaux. Donc on est bien sur deux données, 15% du volume sur du bâtiment neuf et 10% du volume sur des bâtiments existants dont le parking peut ou pas faire l'objet de travaux. Et puis vous avez une autre précision qui est sur les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, donc là où on estime qu'il n'y a pas d'accueil du public. Donc là, le calcul et les pourcentages sont les mêmes, sauf que les 15% sont uniquement basés sur le nombre de salariés accueillis simultanément sur une journée, et pour les bâtiments neufs, et également 10% des salariés pour les bâtiments dont le parking fait l'objet de travaux ou bâtiments existants. Alors, quand on dit stationnement vélo, le stationnement vélo, c'est pas juste un accroche roue ou quelque chose qui soit pas cher et puis facile à installer. C'est clairement défini. Les infrastructures types sont définies. Donc, vous devez avoir une accroche, une double accroche, c'est-à-dire une accroche qui va saisir à la fois le cadre et une roue du vélo pour éviter
les vols et puis aussi pour éviter que la roue avant ou la roue arrière ne s'abîme. Et puis vous avez aussi 1,5 mètre carré minimum hors espace de dégagement par vélo à favoriser. Et vous avez aussi une location, c'est-à-dire que soit c'est situé au rez-de-chaussée, plutôt en proximité de l'entrée principale, ou alors au premier sous-sol maximum du parking de l'établissement pour que les vélos soient en proximité par rapport au lieu de travail. Et ce que précise aussi la loi, c'est que l'espace doit être couvert, éclairé, clos et sécurisé. Donc, ce qui souvent fait monter un petit peu la facture des systèmes d'abri, des abris vélos dans les établissements. Alors, on parlait des verdissements des véhicules, mais tout à l'heure, dans le choix des véhicules, il y a aussi la question de l'énergie et la question des parkings et des bornes de recharge. Donc, sur l'obligation d'installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques, vous avez sur 20 places des emplacements prééquipés pour les établissements qui ont plus de 10 places, avec un pourcentage à réserver pour les personnes à mobilité réduite. Et puis pour les établissements qui sont à plus. Donc là, on est sur des prééquipements. Et la nuance vient sur la notion d'équipement pour les parkings qui sont à plus de 200 places, où là, vous devez avoir obligatoirement 2 places équipées, dont une PMR, avec une borne électrique sur les parkings de plus de 200 places. Et puis sur les emplacements équipés depuis le 1er janvier donc 2025 sur tous les établissements pour plus de 20 places. Donc la question des bornes électriques, c'est souvent sur la question du pré-équipement quand on fait des travaux et aussi de l'équipement. Le sujet aussi de la réglementation sur ces surfaces de parking, c'est la question des ombrières. Donc il y a une obligation d'installer des ombrières photovoltaïques. Donc là, c'est pareil, on est sur 2 catégories. Vous avez d'un côté les surfaces existantes, et puis de l'autre côté, vous avez des créations de futurs parkings ou des rénovations lourdes de parkings existants. Donc sur les surfaces existantes, sur 50% de la surface des parcs de stationnement existants de plus de 10 000 mètres carrés, vous avez donc une nécessité d'être à 17,5% en ombrière et 32,5% en dispositif végétalisé à minima, donc ce sont des minimums. Et puis pour les parkings de plus de 1500 mètres carrés, en fait on est sur les mêmes conditions, c'est simplement le calendrier qui change. Donc là on est sur les surfaces existantes et sur la création ou la rénovation lourde. Là, on descend en volume, on est à partir de 500 mètres carrés d'obligation de placer des dispositifs végétalisés ou des ombrières sur la moitié de la surface. Et aussi, puisqu'il n'y a pas que les ombrières, mais de faire en sorte que la surface du sol, à hauteur de 50%, soit perméable aux eaux de pluie. Perméabilité des eaux de pluie, ça veut dire que la pluie ne doit pas ruisseler, mais doit, en théorie, s'infiltrer là où elle tombe. J'en ai terminé pour cette partie très concise sur les obligations réglementaires et après il y avait donc cette notion aussi de loi qui a changé sur le transport partagé et sur les obligations autour du transport partagé. Donc c'est piloté par l'assurance maladie. Donc je vais me faire le relais de l'assurance maladie sur cette partie-là et sur la slide suivante. Donc il y a un décret, un arrêté qui date du 28 février, qui a été publié le 1er mars 2025 sur le transport partagé, qui positionne une mesure sur les transports obligatoires, c'est-à-dire qui rend premier ou la primauté au transport partagé. Alors sur un certain nombre de services, donc on est sur les traitements médicamenteux du cancer, radiothérapie, donc plutôt sur des hospitalisations de jour. Et donc, la priorité, le transport partagé sera en primauté, le transport sera en primauté partagée. Et par contre, si le patient refuse, il devra avancer la partie du tiers payant qui lui incombera. Euh, en sachant que sur ce sujet-là, on est vraiment sur, ce que je disais, sur les services qui sont cités en dessous. Et ce qu'on voit un peu dans les retours d'expérience, c'est qu'on est principalement sur des services d'hémodialyse aussi qui fonctionnent bien, plutôt bien sur la question du transport partagé et que les bénéfices secondaires aussi du transport partagé
sont de permettre, donc au dehors de la réglementation, de permettre aussi des échanges entre les gens qui souffrent des mêmes troubles et qui peuvent échanger lors des retours ou créer des circuits réguliers et d'avoir des repères avant de venir être hospitalisé sur la journée. Donc voilà aussi pour cette information sur la partie des transports partagés. Alors pour reprendre un petit peu tout ce que je vous viens de dire, mais avec peut-être un petit peu plus de temps, vous avez des fiches juridiques à la NAP. Donc vous avez le cadre juridique de la mobilité durable. Donc là, la fiche que je vous présente date de novembre 2024, mais la mise à jour va sortir la semaine prochaine ou sous 15 jours, puisqu'on a intégré dans la nouvelle forme tous les changements de réglementation autour de la mobilité. Ce qui était annoncé au départ, c'est vrai que la question sur la réglementation sur la mobilité bouge beaucoup et évolue beaucoup, aussi en fonction des différentes lois de finances progressives. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez trouver très librement sur le site de la NAP, tout le cadre juridique de la mobilité durable, mais pas que la mobilité durable. Et puis, je pense qu'il doit me rester un petit peu de temps. Vous avez aussi sur ce sujet de la réglementation un outil sur le site de la NAP qui s'appelle Score des déréglementations et qui intègre les questions de la mobilité, mais aussi 50 sujets de réglementation liées à la transition écologique dans les établissements de santé. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à aller visualiser. Ça se présente voilà, sous forme d'un autodiagnostic. Vous avez 50 questions, vous y répondez librement et vous avez ensuite un diagnostic ou un bilan de votre niveau de maturité par rapport aux obligations réglementaires. Donc, c'est un outil relativement intéressant pour se dire à un moment donné où je me situe par rapport au respect des différentes réglementations en France, sachant qu'en France, il y a quand même pas mal de réglementations. Donc là, c'est un exemple de question qui concerne scorer des réglementations dans la partie mobilité. Donc, on parle du plan de mobilité. Donc, voilà, vous avez un exemple de question. Voilà. J'en ai terminé avec ma présentation. Je pense que je dois être à peu près correct au niveau timing. Donc, Marie-Claire, je te laisse reprendre la main C'est et je parfait, un vais grand merci. arrêter le euh, partage. Un grand merci, Richard, hein, d'avoir relevé ce défi d'une présentation des obligations, on va dire, prioritaires des établissements de santé en matière de mobilité durable. J'ai partagé dans le chat pour toutes et tous le kit ANAP sur les transports durables. Je vous invite vraiment à consulter régulièrement le site de l'ANA parce que vous y trouverez effectivement des ressources et des bonnes pratiques sur lesquelles effectivement vous pourrez vous appuyer et on communique à la FHP régulièrement sur justement toutes ces productions réalisées. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'effectivement, la réglementation, elle a bougé et finalement, les obligations qui incombent aux établissements ont évolué et se sont multipliées, en tout cas pour répondre aux objectifs hein, fixés notamment par la loi LOM qui vient d'être évoquée. Et on peut retenir hein, en tout cas les enjeux de renouvellement du parc de véhicules, de sécurisation, de création et de sécurisation d'infrastructures de stationnement des vélos, du prééquipement, effectivement, ça a été évoqué, et de l'équipement des bornes de recharge et puis d'installation des ombrières. Et dans la prochaine séquence de ce webinaire qui va suivre, on vous propose plusieurs retours d'expérience issus de l'hospitalisation privée. Et à travers ces retours d'expérience, on souhaite tout simplement démontrer que des actions de transition vers des transports et des schémas de mobilité à faible émission eh bien, sont possibles. Et quelle que soit finalement votre zone d'installation, que vous soyez en zone urbaine, périurbaine ou en zone rurale. Et donc pour ce premier retour d'expérience, je vais donner la parole à Catherine Saumon, qui est la directrice RSE du groupe Ramsès Santé, et puis également donner la parole à Patrick Ferrandis, qui est responsable assurance qualité et référent RSE à la clinique Bellara pour évoquer justement la mise en place d'une politique de mobilité durable et les différentes actions qui ont été engagées. Merci à vous. Merci beaucoup, Marie-Claire.
Alors, peut-être, je vais donner un mot d'introduction très bref, peut-être pendant que tu affiches le PowerPoint. Super, merci beaucoup Patrick. Sur le sujet de la mobilité durable de nos collaborateurs, on a adopté chez Ramsay Santé une approche plutôt bottom-up, donc qui provient plutôt du terrain, d'où l'intervention de Patrick Ferrandis de la clinique Bellara. C'est vraiment Patrick qui va vous présenter l'ensemble des initiatives qu'il a mises en place sur le sujet autour de la mobilité durable. Et voilà, dans cet établissement qui est exemplaire à de nombreux aspects en matière de durabilité. Néanmoins, peut-être en guise d'introduction, si tu peux mettre le slide suivant, Patrick, le siège de Ramsay Santé travaille quand même sur le sujet, notamment en s'inspirant des meilleures pratiques issues du terrain, encore une fois, et on essaie de porter un cadre de progrès vraiment sur les établissements, pour tous les établissements. Et de ce fait, on a identifié, comme probablement tous ici, un certain nombre d'enjeux liés à la mobilité. Et on a également choisi de voir derrière ces enjeux un certain nombre de leviers de performance et leviers d'attractivité. Alors, vous avez commencé à le lister en début de webinaire, Bertrand, mais parmi les enjeux identifiés, celui de la saturation des parkings le matin, une bonne partie de la journée jusqu'en début d'après-midi, avec derrière ça une grande insatisfaction de nos visiteurs et des patients qui ont les plus grandes difficultés pour se garer. Derrière ça, c'est un vrai sujet d'amélioration de l'expérience patient qu'on a identifié. Donc, le levier est vraiment en face de ça. De même, au-delà de ce sujet de saturation des parkings, évidemment, celui de l'impact environnemental des trajets. Alors, pour l'instant, on s'est vraiment focalisé sur les trajets domicile-travail, les trajets de nos collaborateurs, puisque c'est ceux sur lesquels on a une marge la plus accessible, en tout cas pour débuter sur ce travail-là. Et évidemment, on l'a rappelé tout à l'heure avec les chiffres du Shift Project, c'est une part significative du scope 3, même si ce n'est pas des émissions directes, il nous incombe de travailler sur l'amélioration de cette performance-là. D'où le fait de lancer un certain nombre d'actions, notamment pour être aligné avec nos objectifs en matière de décarbonation. C'est particulièrement important pour le groupe, d'autant on a une trajectoire certifiée SBTi, donc ça nous oblige sur les scopes 1 et 2, mais aussi sur le scope 3 à progresser. Et enfin, j'ai envie de dire, last but not least, c'est également particulièrement important, au-delà des deux premiers enjeux qui sont plutôt liés à nos cibles prioritaires, donc à nos patients. C'est également un enjeu réglementaire et un enjeu d'engagement d'image, mais c'est avant tout, j'ai envie de dire, un sujet de qualité de vie au travail, un sujet de QVCT et d'attractivité auprès de nos collaborateurs, puisque avec un certain nombre d'actions qu'on a mises en place, donc au-delà des aspects réglementaires purs, on a vraiment des leviers d'amélioration de la qualité de vie au travail, vraiment une fidélisation forte. Et vous le verrez parce que dans les initiatives qui sont proposées à la clinique Bellara, typiquement, on va vraiment bien au-delà du cadre réglementaire. Peut-être un tout dernier point sur le fait que ce que Patrick va vous présenter est particulièrement poussé, séduisant. On a trouvé au sein du groupe Ramsay. La seule limite qu'il faut y voir, c'est que ce qui est difficile pour un groupe, c'est qu'une démarche d'écomobilité, ça peut pas être standardisé. Il faut vraiment l'adapter établissement par établissement parce que souvent, c'est un sujet qui est également très lié aux réalités locales, notamment quel est le bassin résidentiel des collaborateurs, quelle est la topographie du territoire, à quoi ressemblent les lieux, et évidemment l'offre existante de transport. Donc, c'est vraiment évidemment plus facile dans les agglos engagés. Et c'est ce qui est intéressant dans ces sujets-là, c'est que ça nous incite à aller au plus près de nos interlocuteurs, à ouvrir vraiment le dialogue avec nos parties prenantes, avec les collectivités locales, pour un bénéfice, un triple bénéfice, j'ai envie de dire, pour nos collaborateurs, pour la planète, mais également pour le territoire d'implantation. Voilà, j'en ai fini. Je te passe la parole, Patrick. Merci Catherine. Bonjour à tous. Je vais vous présenter donc un petit peu la trajectoire de Bellara. Donc déjà pour poser le contexte, nous sommes une clinique qui est assez récente puisqu'elle a que 10 ans. C'est une chance puisque ça nous a permis de très tôt avoir un environnement qui était valorisant avec des démarches qui sont proposées très tôt à l'ouverture de la clinique puisque c'était un lieu neuf, donc il y avait tout à créer et il y avait une grosse dynamique par rapport à tout ça.
Donc, ça part avant tout, effectivement, d'un engagement de tous les acteurs. Et le premier acteur dans toute la réussite d'un projet, c'est la direction. Et le groupe Ramsey, donc Catherine Saumon vient de témoigner, et le groupe nous accompagne dans toutes ces stratégies avec une direction groupe et des actions, des webinaires, des propositions et un cadre qui est posé à tout ça. Donc voilà, c'est très favorable. La chance supplémentaire que nous avons eue, c'est que nous sommes 5 établissements dans l'environnement proche, pilotés par une direction qui est commune, je veux dire, et avec une politique régionale qui a été clairement définie et un axe environnement qui a été matérialisé et animé de façon très dynamique. Donc, ça a permis de maximiser au quotidien les partages d'expériences et en fonction, comme le disait Catherine, des spécificités de chaque site, puisque c'est quand même une donnée importante dans l'équation, pouvoir adapter des actions et mettre en place tout ça. Une chance supplémentaire aussi, alors Ginkgo biloba, qui est une pépinière de santé, donc interface entre les startups qui souhaitent développer des offres et des terrains d'expérimentation que sont les établissements de santé. Donc ça crée une dynamique un petit peu supplémentaire avec une vigilance qui nous envoie des nouvelles propositions et qui crée une dynamique. Donc voilà, ça fait un environnement, un terreau qui est vraiment très favorable à tout ça. Et si on arrive à la clinique, donc une feuille de route RSE avec une politique RSE qui a été matérialisée dans le projet de l'établissement, donc avec des actions qui ont été suivies pendant les 5 dernières années notamment. Et entre parenthèses, pour matérialiser tout ça, il y a eu le label donc employeur ProVélo qui a été obtenu en 2025. Voilà, donc ça crée vraiment un ensemble de qualités qui permettent de réaliser tout ce que je vais vous présenter maintenant, parce que c'est fortement porté par la direction. Donc, clinique récente, ça fait un environnement qui est relativement neuf et on a pu créer des parkings vélos qui sont accessibles donc aux salariés et aux visiteurs. Donc, il y a un grand parking couvert à l'extérieur et un parking sécurisé à l'intérieur du bâtiment avec un point d'entretien pour les vélos, une pompe, des outils et sécurisé avec un lieu qui est sous vidéosurveillance. Donc ça, c'est un élément de sécurité parce qu'on voit le prix des vélos de plus en plus et donc les gens ont envie que la sécurité soit garantie. Pour animer tout cet environnement, il y a toute la dynamique employeur ProVélo avec la communauté des cyclistes. La clinique propose de temps en temps dans l'année des sessions d'entretien des vélos pour les salariés, des sessions de formation à la sécurité. On est parti, on a roulé sur les pistes cyclables et sur la route pour avoir le regard d'un formateur. C'est très, très intéressant. Et des sessions d'essai aussi pour les vélos électriques. Donc, sessions d'essai avec des associations locales qui peuvent venir sur des événements pour faire essayer un vélo cargo, des différents vélos, différentes solutions électriques. Donc, ça permet de faire passer un petit peu des solutions concrètes pour répondre aux attentes, aux questionnements des salariés. Dans les services disponibles, on en parlait tout à l'heure, il y a 3 bornes de recharge pour les véhicules électriques. Donc ça, on le voit, les voitures, c'est de plus en plus. La difficulté reste toujours sur la recharge des véhicules, des vélos électriques, puisqu'on ne peut pas les recharger à l'intérieur du bâtiment. Donc il y a des solutions qu'on n'a pas encore trouvées, qui sont assez chères, mais il y a une attente en tout cas au niveau des cyclistes de la clinique sur la recharge des vélos électriques en extérieur, donc il faudrait des bornes. Mais ça fait partie des axes de travail sur lesquels on va essayer d'avancer.
L'élément qui a été posé d'entrée et qui a été très ambitieux, c'est une incitation à la mobilité durable qu'on a baptisée par Colibri. Et ça, c'est une initiative très originale qui est d'inciter, de payer les gens pour ne pas utiliser le parking. Comme le disait Catherine, et comme vous le constatez sûrement dans vos établissements, dans les questions d'insatisfaction, le mécontentement des utilisateurs, des usagers vis-à-vis de la recherche de places de parking est un point très sensible. Donc, il y a eu un geste fort qui a été fait par la direction qui était de mettre en place, de proposer une prime à la non-utilisation du parking de 50 € par mois. Donc pendant quelques années, ça a été via des calculs d'apothicaire de l'utilisation de la borne du parking et combien de temps par rapport au temps de travail. On a arrêté tout ça, on a fait clair. Maintenant, à aujourd'hui, les gens rendent leur badge de parking et se voient déclencher de façon automatique pour l'année, donc 50 € par mois brut. Ça fait un budget 600 € où ils peuvent réinvestir dans un budget vélo. Donc voilà, ça c'est assez ambitieux et c'est assez unique. En plus, le remboursement intégral, on en a parlé tout à l'heure, c'était jusqu'à 75%. Là, c'est remboursement intégral de l'abonnement au transport en commun. Donc ça, c'est vraiment les deux mesures qui sont très, très fortes. Et ensuite, un dispositif d'aide financière avec une avance sur salaire de 1 000 € pour l'achat d'un vélo. Donc, c'est géré par les RH. Et puis, voilà, c'est prélevé ensuite sur le salaire. Tous ces éléments sont bien sûr communiqués à tous les nouveaux salariés lors des recrutements, puisque on voit, il y a du turnover, il y a et on en parlait un petit peu, il y a l'attractivité en termes de salaire, mais il y a aussi plein d'avantages comme ça qu'on doit faire rentrer dans la balance, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même une attente et une motivation par rapport à tous ces engagements développement durable. Un autre point très intéressant qu'on a réussi à concrétiser aussi, une flotte de vélos. Donc, on a un vélo de prêt qu'on avait gagné sur un challenge mobilité qu'on prête aux salariés qui le souhaitent, soit pour essayer le trajet domicile-travail, soit pour les dépanner. Mais il y a quand même une bonne dynamique par rapport à ça, puisque de toute façon, les salariés, il y a toujours des nouveaux salariés, donc il y a toujours des nouvelles problématiques par rapport à ça. Donc ça permet de proposer une solution concrète. Et l'an dernier, nous avons réussi à remettre et à finaliser une démarche de vélo de fonction. Donc là aussi, ça a été quelque chose d'assez ambitieux, puisque on a identifié des personnels qui, avec des critères, donc CDI, habitant à environ 10 km de la clinique, qui s'engageaient à venir le plus souvent possible en vélo. Et nous avons là aussi choisi un prestataire avec des vélos, on va dire, de bonne qualité, c'est du Reichsmüller, et les gens étaient touchés de cette attention. Et il y a aussi, là aussi, une valorisation autre que salariale sur le fait d'avoir un vélo de très bonne qualité qui est confié par la clinique. Un véhicule de la clinique, donc la clinique a un véhicule qui est un véhicule électrique. Et ensuite, on a développé une prestation de livraison en vélo cargo, puisqu'on fabrique des postes de chimio pour un autre site qui est à 6 km. Et donc, au lieu de passer avec des livraisons en voiture, là, on a une livraison en vélo cargo. Donc, là aussi, ça fait partie des choses qui se développent aujourd'hui avec des solutions qui sont, même là, s'il y a une garantie de température, conditions de température, tout a été respecté, mesuré et c'est complètement cohérent et ça a beaucoup de sens. On parlait des parties prenantes. Donc nous, depuis l'ouverture de la clinique, on a bataillé avec la mairie pour avoir une piste cyclable protégée. Donc on y est arrivé il y a 3 ans.
Donc ça, c'est vraiment un facteur clé de réussite parce que les gens sont en confiance, la sécurité est là. Euh, donc ça, c'est une bonne chose. Localisation d'une station de vélo en libre accès à proximité. Donc là aussi, ça peut dépanner soit des patients, soit dépanner des salariés aussi. Et puis, tout ce qui est communication. Donc tous les ans, on fait un forum mobilité à la clinique où on a des stands de présentation de toutes les offres de mobilité du territoire. Ça permet d'échanger avec des salariés qui ont des questionnements, la fréquence, l'offre, est-ce qu'elle est suffisante, puisque ben, le prestataire, c'est tout son intérêt aussi que ça fonctionne. Donc avec la SNCF, nous, les réseaux de bus ici localement s'appellent TchikTchak et Blablacar Daily aussi, qui est un opérateur non négligeable sur tout ce qui est covoiturage. Voilà le témoignage de nos outils et prêt à répondre à vos questions si vous le souhaitez. Merci. Merci beaucoup Catherine et merci beaucoup Patrick hein, pour ce premier retour d'expérience qui montre bien que le dynamisme et l'appui de la direction d'établissement qui est associé, on va dire, à un dynamisme du territoire sur les enjeux environnementaux avec l'aménagement d'infrastructures, bah, ça constitue effectivement une des clés du succès et ça permet de mettre en place des actions à la fois engageantes et innovantes à l'attention des personnels notamment. Je vous propose de passer au second retour d'expérience et je vais donner la parole à Luc Triboulet, qui est directeur de la clinique Sainte-Clotilde à La Réunion, ainsi que Marion Lefebvre, qui est chargée de mission développement. Et donc, vous allez nous présenter effectivement votre politique pro-vélo. Et cette politique, vous l'avez mise en place au sein de votre établissement et on vous écoute. Bien, bah, merci beaucoup de nous avoir sélectionnés, je dirais, pour faire cette présentation. Alors, à bien des égards, vous allez voir, elle va se rapprocher très fortement de la précédente présentation, puisqu'on s'est beaucoup reconnu dans ce qui a été dit. Bah, sur la clinique Sainte-Clotilde, c'est un peu la même démarche qui a été entreprise, sauf que je mettrais vraiment l'accent sur l'élément principal qui nous a déterminés en fait pour se lancer dans cette politique pro-vélo. Ça a été vraiment les difficultés de parking, que ce soit pour les visiteurs et les patients, en effet en tant qu'expérience patient, mais aussi au niveau social avec nos salariés puisque nous avons fait le choix de bloquer, de contingenter le nombre de places offertes aux salariés pour permettre en fait aux visiteurs et aux patients d'avoir toujours des places. Donc forcément, progressivement, le nombre de places pour les salariés a diminué, le nombre de salariés a plutôt augmenté, et donc la pression sociale était très forte sur ce sujet. Donc, on vous propose de passer 3 points en revue. Nos contacts avec l'ADEME, le label justement, donc Objectif Employeur Pro Vélo, et puis notre plan de mobilité avec un partenaire qui nous a été aidé qui s'appelle Viewer. Donc, on va faire cette présentation à 2 voix. Je vais très rapidement laisser la parole à Marion Lefebvre, qui est en charge de tous ces sujets RSE au sein de notre établissement. Alors, donc, comme je vous le disais, l'indiqué, c'est la saturation du parking. Conjointement, nous avions sur la Réunion, et particulièrement sur la ville de Saint-Denis, une politique de la ville très favorable au développement du vélo à cause d'un trafic saturé tous les jours pour accéder à la ville le matin et dans l'autre sens le soir, donc avec des développements de pistes cyclables et certainement avec un changement de paradigme à partir du moment où le vélo électrique s'est imposé dans la société et auprès des différentes personnes, parce que vous le comprendrez bien, il n'est pas aisé de faire du vélo musculaire à La Réunion. Les températures sont assez chaudes et l'île n'est pas du tout plate. Donc cela rend très complexe l'utilisation du vélo musculaire pour une bonne partie des personnes. Par contre, avec l'arrivée du vélo électrique, cela permettait d'envisager un développement de ce mode de transport.
Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc nous, sur la direction, on ne s'est pas au départ lancé en se disant on va aller chercher un label, on va aller chercher des subventions. C'était vraiment cette problématique du parking et d'accompagner nos salariés qu'ils souhaitaient à pouvoir venir en vélo pour pouvoir libérer des places de parking. Et de fil en aiguille, on a découvert un peu tout ce qui pouvait nous être proposé. Et je passe la parole à Marion Lefebvre. C'est ça, très belle introduction. Du coup, c'est comme ça qu'on est arrivé un peu à taper la porte auprès de l'ADEME et on a découvert du coup qu'il y avait des appels à projets qui étaient assez larges dans lesquels on pouvait un peu présenter notre demande et un peu nos objectifs. Et c'est comme ça qu'on a monté notre première campagne d'aide à l'acquisition du coup de VAE ou d'équivalent, tout du moins. Et donc ça a commencé en 2019. Donc pour nous, c'était vraiment tout nouveau. Enfin même au début, les salariés n'étaient pas franchement motivés ou en tout cas plutôt craintifs de cette mise en place. Donc on a, pour commencer à monter le dossier tout du moins, on a fait une manifestation, un appel à manifestation d'intérêt pour que chacun s'engage sur ce qu'il était prêt à faire en fonction des lieux d'habitation. Ça nous a permis aussi de faire un peu une sélection parce que forcément au-delà de 30-40 km, en tout cas à La Réunion, c'est pas réalisable. Il fallait que ça soit euh, possible. Donc c'est comme ça, on a réussi à constituer à peu près 20 dossiers qu'on a déposés auprès de l'ADEME. Donc là, ce fut quelques mois d'attente avant d'avoir un retour. Et le premier retour, donc ce qui a validé le lancement de cette première campagne, c'est que l'ADEME, du coup, nous a soutenus à hauteur de 50%, enfin, subventionné à hauteur de 50% l'ensemble des devis qu'on avait déposés. Et du coup, ça a été, voilà, on a vraiment engagé pour la première fois ces vélos et on a accompagné du coup à peu près 23 personnels. Donc on a d'autres établissements sur le groupe. On avait fait quelque chose de groupé, mais en tout cas pour la clinique Saint-Clotilde, on a accompagné l'acquisition de 23 vélos. Et en plus du coup de cette subvention de l'ADEME à hauteur de 50%, la clinique permettait à un pré-employeur du reste à charge à taux zéro sur 24 mois. Donc ça a été une franche réussite. En parallèle de ça, parce que forcément, qui dit acquisition de vélo dit qu'il faut y associer tous les équipements nécessaires à côté. Donc pour le coup, à ce moment-là, en 2019, on n'était pas encore prêt. Donc on a lancé en même temps, avec la même demande auprès de l'ADEME, de nous aider à construire ce garage à vélo, de nous aider à équiper ce garage à vélo, donc avec des supports, avec des kits de réparation en libre service, des stations de gonflage, on a installé une douche. Voilà, on a refait un petit peu tout ce qu'il fallait pour que du coup arrivent les vélos aussi bien du côté des salariés et ce garage à vélo qui était enfin opérationnel pour accueillir de manière sécurisée avec tout ce qui était badgeage, portail électrique, etc. Voilà, accueillir les vélos et puis clôturer cette première campagne qui a fait finalement beaucoup de bruit, même si au début tout le monde était un petit peu sur la retenue. Ce qui a engendré très rapidement, parce que la demande était forte, une deuxième campagne début 2022. Donc on a refait la même procédure, c'est-à-dire qu'on a fait un appel à manifestation d'intérêt auprès de l'ensemble des salariés. Donc là forcément on a eu beaucoup plus de retours, hein, on a eu beaucoup moins de mal à mobiliser. Cette fois-ci, l'ADEME, du coup, nous a suivi forcément sur quelque chose d'un peu moins avantageux, mais toujours très intéressant pour le salarié, puisque du coup, il suivait à hauteur de 40% chaque devis, donc par contre plafonné à 2 000 euros, soit une aide maximum pour chaque salarié de 800 euros, qui restait quand même extrêmement avantageux pour tous les salariés qui étaient du coup intéressés. Et pareil, toujours, on a maintenu ce prêt à taux zéro du reste à charge sur les 24 mois qui ont suivi. Et cette fois-ci, c'est 33 dossiers du coup qui ont abouti. Donc en l'espace de 2-3 ans, en tout cas, c'est presque 50 vélos qu'on a acquis auprès des salariés de la clinique. Donc forcément, ça, on est passé d'une fréquentation en 2020-2021 à 8 cyclistes par jour jusqu'à, en tout cas aujourd'hui, à 20 cyclistes par jour. Donc après, ça, c'est une moyenne, mais on a une vraie politique vélo qui s'est engagée grâce à cette aide apportée de l'ADEME qui nous a lancé dans cette démarche. Et c'est suite à ça que du coup naturellement à partir du coup de 2022, on s'est lancé sur la partie du coup du label employeur Pro Vélo. Donc pour le coup nous on s'est lancé début 2022, donc la démarche était encore, je précise, encore gratuite parce qu'elle a été financée par les certificats d'économie d'énergie. Donc enfin, comme a dit Monsieur Triboulet précédemment, ça a déjà été abordé, donc je reprends globalement pour ceux qui connaissent pas du tout le concept. C'est un label qui se fait sur à peu près un an. Il y a un premier mois de prise d'information, de réunion, de cadrage de toute cette procédure. Et après, du coup, il faut prévoir à peu près un an pour mettre en place
tout le cahier des charges dont dépend le label avant d'être labellisé du coup. Donc on a pu être labellisé or début 2023. Donc pour le coup, on était les premiers à La Réunion, donc c'était un peu, enfin ouais, on n'avait pas d'autres exemples, c'était un peu novateur pour tout le monde, mais c'était très intéressant. Ça nous a permis du coup de cadrer et de mettre en place toute cette politique vélo et de savoir un peu sur quoi avancer, quoi prioriser. Donc c'était très intéressant. Et du coup, je me suis remise un peu à jour sur l'actualité d'aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, le label depuis du coup janvier 2025, donc pour toutes les entreprises qui veulent s'inscrire depuis janvier 2025, c'est un label qui est devenu payant en fonction de la structure, en fonction du nombre de sites, en fonction de si c'est un renouvellement ou une adhésion. Il y a toutes les informations sur leur site, mais c'est le même concept en termes de timing. Il y a une première prise de contact, à peu près 1 an pour répondre aux différents critères et après passer l'audit en fin de procédure pour obtenir la labellisation. Du coup, juste pour donner un peu plus de détails sur cette obtention du label, du coup, il y a le fameux cahier des charges. Alors, pour faire simple et pour que ça parle à tout le monde, c'est l'équivalent d'une petite certif à l'échelle du vélo, dédié au vélo. Il y a 46 critères découpés par 5 thématiques, le pilotage, la communication, les services, la sécurité, il m'en reste un, voilà, et les équipements. Donc c'est un calcul de points qui est assez simple, c'est-à-dire que chaque critère c'est de 0 à 2 ou 3 points. Je crois même de souvenir qu'on peut avoir des demi-points. Ça permet d'évaluer vraiment le niveau d'investissement point par point. Donc c'est très précis, c'est très minutieux. C'est pas juste on a fait ça, donc on a tous les points. Non, non, en fonction de l'investissement jusqu'à où on a mené l'action, on aura le nombre de points correspondants. C'est en effet un très bon tremplin pour une mise en place de vélo ou une mise en place d'une politique de vélo. Ça soutient entièrement la démarche, ça pose un cadre et ça permet de savoir vers où on va et sur quoi se consacrer. Donc, juste rapidement, il y a 8 critères obligatoires. C'est pour ça que je parlais de l'assertif, parce que du coup, on retrouve des notions similaires. Et forcément, en fonction de l'audit, en fonction du taux obtenu, 25, 50 ou 75%, on obtient le niveau correspondant. On peut se faire réévaluer pour obtenir le niveau au-dessus si besoin. Alors ça, c'est juste un exemple. C'était pour faire des petits focus sur et donner un peu des idées un peu plus concrètes. Voilà, faut pas le voir juste en termes de points et cahiers des charges les uns derrière les autres, mais vraiment comme des actions et une aide à l'accompagnement. Donc, par exemple, si vous n'avez pas forcément encore de politique vélo ou en tout cas un cadrage très précis, on peut se faire aider sur l'organisation ou la formation de la politique vélo. Sur tout ce qui est la partie stationnement vélo, forcément, faut le construire. Il faut prévoir des abris aussi bien pour les salariés que pour les visiteurs, prévoir des supports d'attache pour les vélos en quantité en fonction du nombre de salariés dans la clinique. Pour tout ce qui est la formation à la pratique au vélo, il en existe plusieurs. La remise en selle, c'est-à-dire l'accompagnement des salariés à se refamiliariser avec un vélo. Donc souvent, ça se passe en plusieurs étapes. Il y a une phase théorique, une phase d'apprentissage sur un secteur sécurisé, et après, ils finissent avec 1 heure en ville, mais souvent dans l'environnement qui entoure l'établissement pour que ça soit vraiment concret pour tout le monde. On peut aussi faire des tests, donc ce qui a été évoqué dans la précédente présentation, on peut faire aussi des tests de vélos électriques. Donc là, c'est des exemples de salariés chez nous. Il y avait aussi des vélos cargo en test. Enfin, voilà. Ça permet à chacun de se familiariser et de se sentir un peu plus près de ces équipements qui n'étaient pas encore connus de tous à cette époque-là. Ça nous a permis aussi de mettre en place une sorte de répétition de maintenance et de réparation des vélos. Parce que forcément, pareil, il n'y a pas encore toutes les mœurs ne sont pas encore prêtes à ça. Donc, on a accompagné les salariés au fait de prendre, entre guillemets, soin de leur vélo. Et nous, en leur offrant 2 fois par an une aide à la réparation, en leur offrant le contrôle technique. Et s'il y avait tout ce qui était remplacement de pièces détachées, ils les ramènent et c'est pris en charge dans ce contrôle. Et ce label nous a permis de mettre ça en place, de créer un partenariat avec une société qui est juste, enfin, dans notre ville, en tout cas, qui est tout près. Et on a gardé ce lien-là et c'est toujours très demandé encore aujourd'hui par les salariés qui sont en attente de cette mise en place d'ateliers régulière. Donc ça, c'est juste un petit exemple pour concrétiser tous les éléments. Donc les fameux casiers dans le local à vélo, les fameux outils pour permettre aussi bien les réparations des salariés s'ils ont besoin, mais aussi de faire venir le prestataire de réparation pour qu'il puisse mettre les vélos en hauteur, l'outil pour regonfler les vélos, les différents supports, la douche qui a été mise en place.
Après, je vous ai mis deux éléments complémentaires, c'est juste pour donner des idées un peu plus larges. On a créé suite à ça un WhatsApp pour rassembler un petit peu toute la communauté vélo. Donc à l'époque, il y avait que 7 membres parce que c'était vraiment, c'était au démarrage en 2023. Mais ça permet de transmettre des informations qui sont directement dédiées et ciblées aux personnes qui sont concernées. Ça permet aussi de remonter des informations parce que on n'est pas tous les jours aussi parfois dans le garage, on ne sait pas forcément tout ce qui se passe, donc l'information remonte plus vite. Il faut aussi penser à organiser des challenges. On en a organisé deux, trois qui avaient très bien fonctionné, donc différentes thématiques, soit du déclaratif, soit avec des suivis GPS. Enfin voilà, il y a en plus aujourd'hui depuis ça c'est bien élargi, donc voilà. Et souvent comment dire, la participation des salariés est assez surprenante parce que du coup même des services qui peuvent participer peu se sont mobilisés, se sont investis dans ces événements-là, donc ça a plutôt été une très belle découverte. Et enfin, du coup, pour lier un petit peu tout ça, parce que du coup, ça reste nécessaire, et on a adhéré au plan de mobilité Wever. Alors peut-être que certains connaissent, c'est une plateforme, c'est une entreprise qui est en métropole. Donc c'est pour ça que je précise, qui s'est du coup adapté beaucoup à nous avec tout le relief dédié à La Réunion, mais qui nous a accompagnés justement sur cette aide à l'accompagnement du collaborateur pour modifier ses habitudes, pour basculer progressivement vers une mobilité alternative, une mobilité douce. Ça a permis de créer une plateforme où chaque salarié, de manière individuelle, puisse créer son profil avec toutes ses conditions, tous ses obstacles et toutes ses contraintes. Voilà, est-ce que le matin il va déposer ses enfants? Est-ce que le soir il va chercher ses enfants? Est-ce qu'il a l'habitude de faire ses courses comme ci ou comme ça? Et du coup, cette plateforme permet de créer une fiche dédiée à chaque utilisateur qui se rapproche le plus près des solutions de l'environnement, en tout cas de ce qui se passe autour, en fonction du réseau de bus, en fonction, donc nous par exemple à La Réunion, on a un téléphérique urbain, voilà, en intégrant toutes ces données pour proposer le maximum d'informations. Et nous, de notre côté, ça nous a permis aussi d'avoir une visibilité plus large sur la localisation de l'ensemble des salariés et de voir un petit peu de où est-ce qu'ils habitaient, où est-ce que chacun travaillait, de voir les principaux circuits de circulation. Voilà. Ça permet d'avoir des données un petit peu RH, un peu plus avancées, et ce qui nous a permis de lier du coup toutes ces informations qui nous ont été aussi très utiles pour le label, parce que forcément, c'était des éléments complémentaires. Mais voilà, donc c'est vraiment trois éléments qui ont gravité ensemble sur des périodes à peu près simultanées qui nous ont permis de tisser cette politique vélo et pour laquelle aujourd'hui encore on surfe dessus et on continue à avancer avec la motivation et l'envie des salariés qui est toujours, qui veut toujours aller plus loin. Voilà. Voilà, ben on vous remercie, on vous repasse la parole. Merci pour cette intervention hein, sur cette politique pro-vélo et puis mobilité durable plus largement. On se rend compte qu'effectivement, s'appuyer sur un programme existant avec un cadrage, avec un cahier des charges, bah, ça peut faciliter, en tout cas au début, la structuration d'une action ou faciliter ce passage à l'action. Et puis on se rend compte aussi à travers votre témoignage finalement qu'il est enfin, nouer des partenariats avec des structures aussi environnantes, ça permet aussi d'accélérer ce changement de pratique et ce changement de mobilité. Et quand on vous écoute aussi, on se dit que finalement, ce changement de pratique, il doit nécessairement s'accompagner. C'est pas forcément acquis tout de suite, même si on le sait, ça a été dit, il y a quand même voilà, de plus en plus de personnes sensibles aux enjeux de mobilité durable. Mais effectivement, ce changement de culture eh bien, mérite d'être accompagné, suivi et encouragé. Euh, c'est
aussi un des points que Thomas Sibony va évoquer, ce changement de culture, mais pas uniquement, puisque Thomas Sibony, vous êtes directeur de l'HAD Val-de-Loire et vous allez évoquer avec nous le verdissement d'un parc de véhicules et puis plus largement aussi eh bien, votre politique de mobilité durable mis en place. Je vous laisse la parole, Thomas. Oui, merci. Est-ce que déjà vous voyez bien la présentation? On la voit très bien. Allez, super. Effectivement, Thomas Sibony, je suis directeur de l'achat des Val-de-Loire et ça fait 12 ans que je travaille chez LNA Santé et 12 ans que je suis au service de l'hospitalisation à domicile. Et peut-être quelques éléments de contexte avant de rentrer dans le vif du sujet. LNA Santé, c'est une entreprise familiale et indépendante qui est née à Nantes en 1990 et qui a 90 établissements, 9000 collaborateurs et surtout 14 structures d'hospitalisation à domicile qui accompagnent quasiment 1500 patients tous les jours à domicile. Et surtout, et c'est important de le dire, LNA Santé, c'est une entreprise à mission depuis 2023 et ce n'est pas une opération de communication, c'est vraiment inscrit dans nos statuts. Et un de nos engagements, c'est prendre soin de notre environnement et agir pour la transition écologique. Et on va bien parler de ça sur les quelques minutes qu'on a ensemble. Sur l'achat des Val-de-Loire, on accompagne 220 patients par jour sur le territoire d'Indre-et-Loire. On a à peu près 200 collaborateurs, ce qui représente 180 ETP, et on a un territoire d'intervention de 630 000 habitants qui est à la fois urbain et rural. Et pour aller soigner ces 220 patients tous les jours, on a un parc de 70 véhicules de service et c'est des 208. Voilà. C'est ce chiffre, 70 véhicules, qui résume bien notre réalité dans un HAD. La mobilité, vous vous en doutez bien, c'est pas accessoire et elle fait vraiment partie du soin. Mais avant de parler peut-être des solutions qu'on a pu mettre en place sur l'HAD, peut-être expliquer pourquoi la mobilité est un sujet si structurant sur l'HAD Val-de-Loire et dans les différents HAD de France. On va juste changer de slide. Peut-être juste pour introduire cette diapo, un hôpital, j'ai envie de dire conventionnel, c'est dans les murs. Un HAD, c'est très peu de murs, mais c'est beaucoup de kilomètres. Un véhicule d'HAD, il peut parcourir par jour jusqu'à 500-600 km par jour. Donc finalement, chaque soin que nous organisons, ça suppose des déplacements et sans mobilité, il n'y a pas de soin. C'est aussi simple que ça. Et pour nous, la mobilité en HAD, c'est le troisième poste de coût du compte de résultat, après la masse salariale, bien évidemment, et après les médicaments, les dispositifs médicaux, et bien après l'immobilier. Donc, c'est vraiment un poste de charge important. Et ce poste, il explose. Juste pour vous donner un ordre d'idée, quand j'ai commencé à travailler en HAD en 2014, la location, puisqu'on a des voitures qui sont en location, la location d'un véhicule, c'était 280 € par mois. Aujourd'hui, sur des véhicules électriques, on est quasiment à 900 € par mois. Donc, le coût, il a été multiplié par 3 en quelques années. Le carburant, on peut en parler aussi. En 2010, 2012, 1 litre de gasoil, c'était 1,10 € Aujourd'hui, on est à 1,70 €. Même avec les événements géopolitiques du moment, on est même quasiment à 2 €. Donc, c'est des postes de charge qui sont très importants. Sur 70 véhicules, ça représente quasiment 750 000 € par an, juste pour la location. Donc, c'est un élément très important. Et plus on dépense, on va dire, d'argent dans ce poste de charge, et moins on pourra avoir de marge de manœuvre pour investir dans notre métier principal, finalement, qui est le soin. Quand on parle de mobilité sur l'HAD, on parle de 3 sujets en même temps. D'abord, c'est un sujet économique, on vient de le voir. On ne peut pas laisser dériver un poste de coût aussi important. Ensuite, c'est un sujet réglementaire. On l'a évoqué tout à l'heure en introduction. La taxe incitative fixe un objectif de 18% du parc électrique. Nous, concrètement, sur le terrain, ça nous conduit à viser 30% des nouvelles commandes en électrique sur l'année 2026, ce qui est énorme. Et en plus, c'est un sujet environnemental. Les déplacements, ce n'est pas le premier poste de carbone sur l'HAD, parce qu'on a devant tous les achats de médicaments, de dispositifs médicaux, mais c'est un levier qui est important et qu'on va pouvoir activer de façon très concrète, en tout cas sur l'HAD. Et cette stratégie, au niveau de LNA Santé, elle commence très en amont, on va dire, des établissements. Elle commence dès la politique d'achat. Tac. La politique d'achat à LNA Santé, elle repose sur 3 piliers RSE. Le premier, c'est environnemental. On va regarder l'impact carbone sur tout le cycle de vie du véhicule, pas seulement sur l'usage. Le deuxième, c'est l'équité. Il y a une relation fournisseur qui est construite sur le besoin réel et pas seulement sur une logique de volume et de prix.
Et le troisième, c'est la gouvernance, c'est-à-dire qu'on exige qu'il y ait 0 marque hors Europe et 0 véhicule qui sont fabriqués hors Europe. Donc les deux en même temps, c'est très exigeant et ça va réduire l'offre disponible sur ces véhicules électriques ou hybrides. Mais bien sûr, c'est cohérent avec notre démarche et notre label entreprise à mission. Sur des critères techniques, nous, ce qu'on va demander, c'est une autonomie réelle de 350 km, autonomie réelle, pas ce qui est affiché par les constructeurs, c'est-à-dire des normes mesurées à 120 km/h ou par des températures négatives. Forcément, c'est ce qu'on a besoin pour la vraie vie, sur des conditions, on peut être sur des fortes chaleurs, sur des épisodes un peu plus froids et sur des routes qui ne sont pas forcément que des nationales, avec des autoroutes, des routes aussi en rural. Et ce qui nous a poussé à avancer, c'est pas un effet de mode, on peut le dire, c'est vraiment la réglementation avec des choix cohérents qui vont être en adéquation avec ces critères RSE. Mais pour aller plus loin, une politique d'achat, pour fonctionner dans la vraie vie, il faut que ça soit aussi adapté au terrain. Et c'est ça qu'on va pouvoir voir dans les quelques exemples qu'on a sur l'achat. Aujourd'hui, pour vraiment parler de notre flotte automobile, on a 70 véhicules, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Sur les 70 véhicules, il y a 70% du parc, c'est des véhicules hybrides ou électriques. Et 15% du parc, c'est 100% électrique. Et on a encore quelques thermiques, ça représente donc 100% thermiques, c'est des diesels, ça représente 15% du parc qui sont en fin de vie et qui ne seront pas renouvelés ou renouvelés par de l'électrique ou de l'hybride. Aujourd'hui, sur notre parc, on va dire notre parking de l'HAD, on a 10 bornes de recharge sur le site qui va permettre de recharger les véhicules électriques. Concrètement, en ville, l'électrique, ça fonctionne très bien. Les retours, ils sont super positifs. C'est silencieux, c'est assez facile à utiliser, c'est assez confort. Mais ce que nous a appris le terrain là depuis quelques années, c'est que l'électrique, finalement, ça ne se gère pas comme un thermique. Il y a aussi des réflexes à acquérir. C'est ça qui est important. On va dire que si la recharge du midi, elle n'est pas faite, il y a des conséquences qui sont très importantes. Soit la batterie, elle va tomber à plat lors d'une tournée. Ça nous est déjà arrivé d'aller dépanner des collaborateurs, des collaboratrices sur le bord de la route parce que ils peuvent pas recharger leur voiture. Si la voiture elle est pas rechargée avant de partir en tournée, le collaborateur il va devoir s'arrêter en plein milieu de sa tournée pour recharger son véhicule. Et là, on parle pas de 10 minutes ou de 5 minutes comme une voiture thermique, mais de 30 à 45 minutes. Donc, dans notre métier, c'est des patients qui vont attendre. Donc, ça, c'est très contraignant. Donc, je pense que le vrai enseignement par rapport à ça, c'est que la transition électrique, elle n'est pas seulement sur un sujet technologique, mais elle est vraiment sur la conduite du changement. Par exemple, recharger à midi, c'est des nouveaux réflexes, ça s'accompagne. La façon de conduire aussi, c'est très important et c'est des choses qu'on va pouvoir diffuser, en tout cas, à nos équipes. Aujourd'hui, peut-être aussi pour aller plus loin, sur notre HAD, on a des panneaux photovoltaïques sur le toit. On produit de l'électricité, on la stocke pas parce qu'on n'arrive pas encore à la stocker, mais ça viendra, je pense, dans les années à venir. Et tout l'excédent, finalement, on le vend à EDF et ensuite on le rachète, bien sûr, pour alimenter notre bâtiment. Donc la flotte, c'est ce qu'on a vu, c'est notre premier levier finalement d'action sur la transition écologique. Mais on a aussi testé une autre forme de mobilité un peu plus légère, plus urbaine, et ça, c'est les vélos cargo. Donc les vélos cargo, on a lancé des tournées à vélo dans une logique très pragmatique, c'est-à-dire qu'en centre-ville de Tours, c'est ce qu'on évoquait, on a des territoires qui sont très urbains, peut-être pour se rendre chez des patients, dans une résidence, un EHPAD, en voiture, on va le faire en 12 minutes, à vélo, ça va nous prendre 13 minutes, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de stationnement, donc c'est un vrai avantage. Ce dispositif de vélo cargo, il va rester sur du volontariat, c'est-à-dire qu'on peut avoir des infirmières, des AS, des rééducateurs, des pharmaciens aussi qui vont aller à l'hôpital s'il y a besoin d'aller chercher des médicaments ou des traitements, des médecins aussi pour aller faire des évaluations. Et ce qu'on a défini, ça doit rester dans un périmètre de 20 minutes autour de l'HAD. Et il y a peut-être quelque chose d'important, une anecdote qu'on peut mettre en avant. C'est un jour une infirmière qui est arrivée chez un patient. Le patient lui a dit et a été assez surpris. Vous êtes venu à vélo. Il en a parlé à sa famille, à son entourage. Et on sent en tout cas que le vélo, l'utilisation des vélos par les soignants, ça crée une vraie différence et ça dit vraiment quelque chose sur l'établissement et sur les valeurs qu'on porte. Et ça, je pense qu'il faut le mettre en avant. Sur les vélos, clairement, ce qui fonctionne, c'est au printemps, c'est en été, quand on est sur des tournées en ville. Les soignants, j'ai envie de dire, ils sont volontaires et ça parle de soi-même. Par contre, je pense qu'il faut l'assumer. Il y a aussi des choses sur les vélos cargo qui fonctionnent pas. L'hiver, sous la pluie, les vélos, ils restent au garage. Ça, c'est une vraie réalité.
On n'a pas que des zones d'intervention en urbain, on intervient aussi sur du rural. C'est clairement pas adapté pour la sécurité et puis pour les distances. Donc le vélo, c'est pas une solution universelle, en tout cas pour nous, l'HAD, mais c'est plutôt un complément qui est intelligent et sur certains usages. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir par rapport à ça. Un autre élément sur la transition aussi écologique, c'est au-delà de la flotte, on a aussi agi sur les trajets domicile-travail pour les collaborateurs, avec quelques éléments, mais on en a parlé également en introduction. On l'a évoqué tout à l'heure, on a 200 collaborateurs à l'HAD. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend 75% de l'abonnement de transport en commun, qu'on prend en charge sur l'HAD. On prend également 75% de la location des vélos électriques pour les collaborateurs qui peuvent en avoir. On prend également 25 euros net par mois pour ceux qui viennent à vélo, pour ceux qui viennent en trottinette électrique ou ceux qui font du covoiturage. On a des équipes de nuit aussi sur l'HAD qui sont en tournée, qui ne sont pas d'astreinte, qui ont des soins. Pour eux, c'est impossible de prendre les transports en commun. Donc, on ne les a pas oubliés. On a aussi mis en place une prime carburant de 200 euros net par an. Parce qu'on pense qu'une politique de mobilité durable, elle est crédible que si ça inclut tous les professionnels. Et c'est ça qui n'est pas évident, j'ai envie de dire, au quotidien. Et au-delà peut-être des primes et des incitations financières, on met en place aussi toute une culture au sein de l'établissement, des défis mobilité avec des applications. On a des petits challenges qu'on peut faire à différentes périodes de l'année. Et on a également un comité développement durable en interne qui permet de piloter cette démarche dans la durée. Et ça aussi, c'est important. Voilà. Et peut-être pour résumer mes propos, il y a peut-être 3 convictions que je pourrais mettre en avant. Peut-être que la première, déjà en HAD, c'est un sujet économique. À ce niveau de coût, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. La mobilité durable, c'est clairement pas une option. C'est des marges de manœuvre en moins pour investir dans nos soins. Donc c'est un sujet du quotidien pour piloter nos activités. Peut-être que la deuxième conviction, faut avancer sans greenwashing. Tout ne fonctionne pas. Il faut nommer les freins, les batteries qui se vident pendant les tournées, les vélos qui restent au garage l'hiver. Ça, c'est de la réalité. Et je pense que les zones rurales aussi qu'on a évoquées tout à l'heure. Et je pense que pour avoir une démarche RSE crédible, il faut assumer ces freins et essayer de trouver des solutions pour pouvoir y répondre au mieux. Et peut-être que le troisième point, c'est aussi un sujet managérial avant d'être technologique, parce qu'on ne transforme pas une flotte finalement comme ça, on transforme aussi des usages, des réflexes. Il faut le faire avec les équipes et ça, c'est ce qu'on fait au quotidien et c'est peut-être le plus important. Et peut-être pour finir, dans un HAD, la mobilité durable, c'est pas un gadget, c'est pas un slogan, c'est vraiment un sujet de coût, d'organisation et surtout d'adhésion avec notre cohérence et notre entreprise à mission. Et un dernier mot avant de laisser la main dans un HLD, chaque kilomètre compte, puisque c'est vraiment notre outil de travail, donc autant qu'il soit vert. Donc on va transformer au fur et à mesure notre parc automobile. Voilà, merci de votre écoute. Merci beaucoup Thomas pour ce dernier retour d'expérience avec un focus effectivement sur l'enjeu du verdissement de la flotte automobile et un focus sur aussi les spécificités de l'HAD, mais ce qui a été développé sur l'enjeu du verdissement, il s'applique évidemment à tous. Et c'est vrai qu'à travers ces 3 retours d'expérience et de partage de bonnes pratiques, ce qu'on constate, c'est que finalement les actions, elles existent, elles sont nombreuses, comme cela a été dit précédemment. Elles sont duplicables, évidemment, en accompagnant et en adaptant les actions aux spécificités des territoires. Et que finalement, agir sur les déplacements domicile, travail notamment, agir pour finalement développer davantage la mobilité durable, il y a plusieurs clés. Il y a effectivement cette clé, ce levier d'information, de sensibilisation des professionnels. Et donc, il y a eu plusieurs initiatives là qui ont été évoquées. D'autres établissements ont aussi créé une semaine sans voiture, par exemple, où il y a effectivement aussi le développement d'actions pour convaincre avec la mise en place de prêts ou de mise à disposition de vélos pour les professionnels. Et puis, il y a tous les dispositifs d'aide, et notamment d'aide financière
pour encourager, inciter les salariés à utiliser des modes de transport, on va dire, plus respectueux pour l'environnement et vous permettre de répondre effectivement aux enjeux notamment de la loi L'Homme. Le webinaire va toucher à sa fin, mais on a une séquence de questions-réponses pour celles qui sont posées dans le chat. Alors, Patrick Ferrandis et Catherine Saumon ont déjà répondu aux questions qui leur étaient destinées. Mais Thomas Siboni, il y a une question qui est posée dans le chat sur le parc hybride. Voilà, la question, c'est est-ce que vous n'êtes pas pénalisé par le mésusage des véhicules, notamment les collaborateurs qui l'utilisent comme un véhicule thermique et donc qui émettent plus de CO2 puisqu'ils n'utilisent pas la batterie? Bah, effectivement, c'est ce qu'on évoquait, on a une obligation d'un certain nombre de véhicules électriques sur le parc, mais aujourd'hui, la réglementation, elle va beaucoup plus vite que les possibilités qu'on a avec les constructeurs. Aujourd'hui, les autonomies de batterie, on l'évoquait, hein, on peut faire 500, 600 km par jour. Aujourd'hui, voilà, on a des zones rurales pour aller soigner les patients. Ben, on est bien obligé d'utiliser des véhicules hybrides. Donc, on n'a pas le choix. Donc, effectivement, oui, on peut avoir des pénalités par rapport à ça. Donc, en fait, la réglementation va beaucoup plus vite que nos besoins. Et je pense que c'est ça le mot d'ordre. Merci Thomas pour cette réponse. Une autre question, quid de l'impact de l'accidentologie des trajets domicile-travail en développant l'utilisation du vélo? Bon, cette question, elle peut s'adresser à tous les intervenants. Qui souhaite répondre? Bah, oui, j'ai le micro ouvert. Nous, allez, sur les 3-4 dernières années, on a eu un accident à vélo, effectivement, sur un trajet domicile-travail. Voilà, juste pour donner un chiffre, on en a eu un. Effectivement, une collaboratrice qui a eu un accident et qui s'est cassé le bras. C'est une bonne question. Nous, on en a eu plusieurs. On en a eu pas mal même. Voilà, donc c'est vrai que ça peut avoir un impact sur les accidents de trajet, c'est certain. Nous, à la clinique Bellara, il n'y a pas d'incidence notable il y a eu un accident aussi, mais par rapport au nombre de trajets qui sont réalisés, c'est pas un problème. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être en attendant d'éventuelles nouvelles questions posées. Je pense que c'est important, enfin, plusieurs des intervenants ont évoqué aussi les leviers de financement possibles et mobilisables. Et je pense qu'il faut aussi que vous ayez toutes et tous à l'esprit que finalement des financements existent et peuvent être mobilisés. L'ADEME a été évoqué tout à l'heure, hein, mais l'ADEME propose des aides, alors avec toujours cette vigilance à avoir de solliciter l'ADEME bien en amont de la mise en œuvre de votre projet. Il y a également les régions qui peuvent proposer des subventions comme Île-de-France ou PACA sur les enjeux de mobilité. Et puis, il y a des banques aussi hein, qui proposent des prêts vers mobilité. Et donc, il faut pas hésiter à voilà, identifier ces financements mobilisables. Et pour cela, sachez que la NAP a réalisé il y a maintenant, je crois, 2 ou 3 ans, une plateforme des subventions pour les projets écologiques. C'est une demande que la FHP avait portée, hein, que la NAP puisse accompagner les établissements dans l'identification des subventions. Et Bertrand Sommier vous l'indiquait en introduction, vous avez adressé dernièrement un flash hein, sur des subventions mobilisables. En tout cas, cette plateforme, elle existe, elle est mise à jour annuellement, me semble-t-il. Et donc, n'hésitez pas aussi à consulter cette plateforme de subvention, sachant que dans les différentes fiches développées, il y est précisé effectivement si les établissements privés peuvent émarger ou non, ou sont éligibles ou non à
à ces financements. Donc vraiment, je vous invite voilà, à ne pas hésiter à eh bien, consulter. Je vous ai mis effectivement le lien vers ces fiches. Il y a deux, trois fiches qui sont plus à jour, mais enfin sur la totalité, ça vous donnera quand même une idée des financeurs possibles. Je ne vois pas d'autres questions, donc nous nous dirigeons doucement mais sûrement vers la fin de ce webinaire. En tout cas, je tenais à remercier chaleureusement l'ensemble des intervenants. Merci pour la qualité de votre prise de parole, pour l'ensemble des éclairages que vous avez pu fournir et nous fournir. C'est vrai, Bertrand Sommier l'indiquait, c'est le premier webinaire que la FHP consacre sur les enjeux de mobilité. On va continuer à avancer et travailler collectivement sur ce sujet, certainement pour vous proposer dans quelques temps un webinaire dédié sur les transports des patients, parce que évidemment ça a un impact majeur. Mais pour ce premier webinaire, on a souhaité faire un focus tout spécifique sur les mobilités durables. Accès professionnels et salariés des établissements. En tout cas, c'est vrai que c'est ce qu'on porte à la fédération, hein, c'est-à-dire de percevoir et de considérer la transition écologique comme une opportunité et pas comme une contrainte. On l'a vu aussi tout au long des témoignages, hein, travailler sur les enjeux de mobilité au-delà de la réglementation à respecter, ça devient aussi un enjeu d'attractivité des établissements et de fidélisation. Dans le cadre du dernier témoignage de Thomas Siboni, il évoquait également l'impact positif que cela pouvait avoir aussi pour les patients, en tout cas en termes de perception. Et puis, toujours sur les enjeux du développement durable, eh bien, vous avez reçu il y a maintenant quelques jours une information sur l'ouverture de l'appel à projet des trophées FHP dans son édition 2026. Et donc, ces trophées de la FHP sont l'occasion pour vous de valoriser vos actions, vos initiatives remarquables et sachez qu'il y a un trophée transition écologique et adaptation au changement climatique. Donc n'hésitez pas pour celles et ceux qui le souhaiteraient de voilà candidater et les dossiers peuvent être déposés jusqu'au 22 mai 2026. En tout cas, un grand merci à toutes et tous. Un replay sera disponible dans les prochains jours, ainsi que les présentations qui vous ont été diffusées. Encore un grand merci aux intervenants. Bertrand, si tu veux ajouter quelques mots. Bah, t'étais parfaite et effectivement, je rappelle l'appel à l'attention que vous devez avoir sur notre trophée, puisqu'effectivement, on attend sous cet angle effectivement d'engagement qui sont les vôtres sur des expériences remarquables que vous puissiez effectivement qu'on valorisera bien évidemment dans ce cadre-là. Donc, merci, rien d'autre, Marie-Claire, merci pour avoir permis cette séquence-là. Merci et très belle fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.